temps et je prends la peine de faire cette petite vidéo pour parler un peu de la situation globale de l'économie et en quoi est-ce que ça nous concerne dans les crypto-monnaies. Ce qui est en train de se passer présentement, c'est quelque chose qui doit nous apprendre encore davantage. On a eu l'occasion de voir passer beaucoup de choses pendant cette période de bear market. C'est pour ça que je dis toujours que c'est dans la période de bear market qu'on apprend. Les personnes qui sont dans la période de bear market et qui apprennent, qui ont l'opportunité d'être résilients par rapport à ce qui se passe, de faire fi de leur portefeuille, se couper un peu de ce portefeuille pour avoir une santé mentale qui est correcte, parce que plus tu vas regarder ton portefeuille, plus tu vas être affecté et plus tu peux prendre de mauvaises décisions. Or, pendant le bear market, c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de découvrir ce qui se cache autour des vraies valeurs des crypto-monnaies. Et si on observe bien ces derniers temps-ci, vous allez remarquer quelque chose de particulier par rapport à ce qui est en train de se passer maintenant. On peut bien se poser la question, mais pourquoi les banques font faillite ou bien sont en train de passer par une mauvaise passe, mais la crypto-monnaie plutôt connaît un boom, connaît plutôt une prise de valeur. On a vu le Bitcoin qui était descendre jusqu'à 21 000 et après remonter aujourd'hui autour de 27 000, 28 000 dollars. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? L'histoire, par exemple, par exemple, comment on appelle le coureur le plus rapide du monde, là. Vous allez mettre son nom en commentaire, ça m'échappe juste, je le connais. Ah, Usain Bolt. L'histoire de Usain Bolt devrait vous apprendre. L'histoire de Usain Bolt devrait vous appeler à comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde entier. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire Usain Bolt, pendant sa carrière, à un moment donné, il a pris 12 millions de dollars. Il a déposé dans une banque. Et quelques temps après, des années sont passées, bien évidemment, des années sont passées, et on l'appelle un jour, la valeur de ces 12 millions de dollars qu'il a déposés valait moins de 12 000 dollars. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui peut s'être passé avec quelque chose, un argent qu'on avait dans une banque et dont on croyait safe, mais qui perd autant de valeur? Pour répondre à cette question-là, souvenez-vous très bien, on a quitté les anciens billets aux nouveaux billets du côté du Cameroun présentement. Imaginez-vous quelqu'un qui a encore sa réserve d'anciens billets et qui n'a pas suivi la tendance et qui a accumulé beaucoup d'argent chez lui, par exemple dans un coffre-fort. Quand il va arriver à la banque pour changer, on va lui demander l'origine de ses fonds. Et s'il ne peut pas justifier l'origine de ses fonds, c'est un problème. La banque peut donc saisir. Quelqu'un qui n'a pas eu lequel, qui est peut-être coupé des informations et qui ne sait même pas qu'il y a peut-être de nouveaux biens en circulation, par exemple, voilà une fortune qui sera dilapidée, en fait, qui va passer comme ça. Et ça revient encore au même cas qu'on a eu à l'époque, on a changé les anciens billets vers les billets qui étaient là avant ceux qu'on a changés. Il y a des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. La banque de la Silicon Valley qui a fait faillite doit beaucoup nous apprendre. Elle doit nous apprendre sur la transparence des banques. Les banques ne sont pas transparentes. Et c'est la raison pour laquelle le cercle des banques, c'est un cercle fermé. Quand une personne décide d'ouvrir une banque, cette personne doit être amie avec les gouvernements. Cette personne doit être amie avec les chefs d'État, avec les grands dirigeants, parce que c'est eux qui donnent les autorisations de prendre l'argent des gens et de mettre dans un endroit où seuls eux peuvent avoir accès et seuls eux peuvent savoir comment ça se passe là-bas. Les banques ne vont pas garder cet argent. Ils vont utiliser cet argent pour faire d'autres choses avec qui peuvent bien se passer ou pas. Et le cas de la banque de Silicon Valley, c'était une banque qui, avec les dépôts, une banque de dépôts, où son argent majoritairement ne vient pas du fait qu'ils sont allés prendre de l'argent aux banques centrales. C'est déjà deux types de banques différentes. Donc, les banques qui vont aller prendre l'argent aux banques centrales et venir faire des crédits peut-être à hauteur de 10 fois plus que ce qu'ils ont pris aux banques, sont les banques commerciales. Mais la banque de Silvergate n'était pas une banque commerciale, n'était pas une banque centrale, c'était une banque de dépôt. Ça veut dire que majoritairement, l'argent qu'il y avait dans cette banque-là, c'était l'argent qui provenait de ce que les gens ont déposé, des épargnes que les gens ont déposées chez eux.
Et vous pouvez bien se demander, mais comment cette banque va faire pour payer les intérêts aux gens? Comment est-ce que cette banque va faire pour gérer les différentes choses qu'ils vont gérer, vu qu'ils ne prennent pas l'argent aux banques centrales et comme ils peuvent revendre comme d'autres banques? Ce que ce genre de banque va faire, c'est d'alors d'aller trader cet argent, d'aller trader en investissant sur des capitaux à risque. Et c'est la raison pour laquelle ces banques-là était une des banques assez pionnières dans les crypto-monnaies parce qu'elle permettait de faire beaucoup d'échanges avec les exchanges centralisés pour sortir et pour convertir directement les crypto-monnaies en fiat, par exemple. Et vous imaginez bien que ce genre de transaction, ça fait quand même à la banque de gagner quelques avantages, quelques frais, mais ce n'est pas ça qui va plomber cette banque. Ce qui va plomber cette banque, c'est que cette banque va faire en fait, des investissements sur des actifs à long terme. Et vous vous imaginez très bien quand quelqu'un fait des investissements à long terme, il peut avoir des mauvaises périodes, il peut avoir des mauvaises passes comme toutes les banques, comme tout investissement. C'est tout à fait normal. OK? Mais cette banque-là, elle a fait la transparence de dire, nous allons dévoiler notre bilan, peu importe qu'il soit positif ou négatif. Et c'est une chose que les banques ne font pas. Les banques, quand c'est négatif, généralement, ils ne vont pas dévoiler ou bien ils vont faire prendre le prétexte d'avoir acheté une autre entité qui a fait faillite, et ainsi de suite. Bref, c'est un cercle assez vertueux, c'est un cercle vraiment très, 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 très vicieux, quoi. Donc, cette banque dit, OK, cette année-ci, pour notre bilan, il est négatif. Il est négatif, il explique les raisons, il explique ainsi de suite, ainsi de suite, mais les gens commencent à paniquer parce que c'est une banque de dépôt. Donc, il n'y a pas la banque centrale qui va dire, OK, bon, on ne te met pas la pression pour rembourser nos trucs, on ne te met pas ci, on ne te met pas ça. Il n'y a pas les gouvernements, les États qui vont venir qui vont venir pour prendre, non, ils ne vont pas gérer ça. Donc, ce sont les clients qui sont émotionnels. C'est beaucoup plus vous et moi. Les personnes qui ont déposé leur argent dans une banque, l'argent de la retraite, par exemple, qui ont bien une personne qui a un business quelque part, l'agent qui gagne de ce business-là, on va aller déposer dans cette banque-là. Et à un moment donné, il a besoin d'argent pour faire fonctionner le business, quoi. Donc, pris de panique, plusieurs personnes vont donc aller retirer leur argent dans cette banque-là. Et vous imaginez très bien que cette banque qui a investi dans des actions, dans des projets, dans des trucs à long terme, ne peut pas avoir toute la liquidité pour vous payer. C'est tout à fait normal. Mais c'était l'une des banques les plus liquides parce qu'en réalité, si on attendait que les trucs arrivent à maturité, ils auraient été en mesure de payer tout ce qu'ils doivent aux clients parce que c'est une banque de dépôt. Ils n'ont pas pris l'argent à la banque centrale et ils ont émis des crédits bien plus que ce que, en fait, bien plus que les réserves qu'ils ont. Donc, quand ça va se passer ainsi, les gens vont donc venir retirer l'argent et la banque, à un moment donné, pour satisfaire les retraits de ses clients, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vendre en moins, elle va vendre ses actions, elle va vendre ses agences un peu moins cher. Et c'est pour ça que quand vous achetez, par exemple, une maison, une voiture, et vous sortez là directement, on vous appelle que, bon, en fait, il y a votre enfant qui est malade, vous n'avez pas d'argent, et vous devez tout faire pour sauver cet enfant. Qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est de vendre cette voiture moins cher. C'est de liquider votre voiture parce que si vous vendez au prix normal, ben c'est sûr que plusieurs personnes, en fait, personne ne va acheter parce que si c'est au prix normal, ben autant mieux aller acheter directement chez le concessionnaire. Donc, si vous voulez vendre à quelqu'un et que la personne puisse acheter votre voiture, il faudrait que vous vendiez moins cher. C'est la raison pour laquelle ces banques va donc vendre certaines actions, certains trucs ils vont vendre moins cher dans l'optique de payer les investisseurs qui avaient là-bas, en fait, les personnes qui venaient faire des retraits. Et vous vous rendez très bien compte que s'ils continuent de faire ça, ben, ils ne seront pas en mesure de payer tout le monde. Voilà pourquoi on va assister à la banque ronde de cette banque-là qui a joué sur le coup de la transparence. Et ça vous montre à suffisance comment plein de banques sont dans cette situation-là. Mais simplement parce qu'on n'a pas leur bilan, simplement parce qu'on n'a pas ce qu'ils font, simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent des gens, on leur fait confiance. Les banques, les banques, les banques qui sont liquides et qui détiennent exactement tout ce que leurs clients posent, c'est rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y en a très peu. Donc, on peut assister là aujourd'hui, si tout le monde décide d'aller retirer son argent des banques, les banques font faillite. C'est évident. C'est aussi évident que ça. C'est aussi évident.
On peut donc se poser la question, mais en quoi est-ce que ça nous concerne dans les crypto-monnaies? Pourquoi est-ce que la crypto-monnaie commence à prendre du regain quand tous ces éléments-là se passent aujourd'hui? La première chose que vous avez avec la crypto-monnaie, c'est la transparence. Il n'y a pas une banque qui aura un compte bancaire qui est connu et qui va faire des transactions à l'intérieur sur une blockchain et ça ne sera pas connu, ça ne sera pas tracé. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas aller vers les banques. Parce que toutes ces magouilles-là, donc Silicon Valley Bank est aujourd'hui victime, donc tous ces banques-là, dont Silicon Valley est aujourd'hui victime, va arriver à toutes les banques. Parce que tout le monde peut faire la comptabilité de la banque. La comptabilité de la banque, ça relève du ressort de quelques personnes. Et parfois, quand on va appeler des cabinets d'audit, ben, ces cabinets d'audit-là ne vont pas faire exactement ce qu'il faut. Parce que ces banques-là, même parfois, elles vont tellement masquer les choses, tellement passer par des offshore, acheter des entreprises ici, sous-traiter des choses par-ci, par-là, ainsi de suite, qui font que même pour un cabinet d'audit, parfois, ça peut être compliqué. Mais même ces cabinets d'audit-là, parfois, ne font pas ce qu'il faut faire et justement, on n'arrive pas à des résultats qui sont corrects. Tant que vous ne venez pas retirer de l'argent dans la banque va continuer à être prospère. Et voilà la raison pour laquelle on est encore en train de pousser l'argent numérique. L'argent numérique, ce n'est rien d'autre qu'un chiffre. Et tant qu'on ne retire pas, c'est tant que ce chiffre numérique-là n'est pas converti à quelque chose, ben en fait, la banque peut mettre ce chiffre-là n'importe combien, il n'aura jamais de problème. Si tout le monde au Cameroun utilise les comptes bancaires, vous n'aurez pas de problème. Si tout le monde de la si toutes les personnes de la Silicon Valley Bank utilisaient les cartes de crédit et faisaient les transactions de façon numérique, je ne pense pas qu'il y aurait ce genre de problème en fait, parce que c'est simplement un chiffre. Et comme c'est simplement un chiffre, c'est donc plus facile à manipuler, c'est donc plus facile à contrôler. Mais quel est l'enjeu derrière à pousser les personnes à utiliser de l'argent numérique? L'argent numérique a plusieurs propriétés que l'argent physique n'offre pas. L'argent numérique offre la traçabilité, premièrement. La deuxième chose, ça vous enlève votre vie privée, parce que vous n'avez plus de vie privée si vous continuez, si vous utilisez uniquement l'argent numérique. Je prends un simple exemple. J'ai 1000 $ dans mon compte et je décide d'utiliser ça en argent numérique. Je vais dans un supermarché, j'achète quelque chose, directement, on fait un retrait dans mon compte bancaire pour donner, en fait, pour envoyer dans le compte bancaire du marchand chez qui je suis en train d'acheter quelque chose. Quelle est l'information que je viens de donner à la banque présentée? Je viens de dire à la banque où je suis, parce qu'on sait exactement où ce supermarché se trouve. Je viens de dire à la banque, voici ce sur quoi je dépense mon argent. J'ai dépensé mon argent pour acheter telle chose et à tel instant. Dès que je me déplace, je vais dans un autre endroit, je refais la même chose. La banque sait que je me suis déplacé. Si j'ai encore utilisé un moyen de transport comme le taxi et que j'ai payé le taxi avec ma carte bancaire, on sait que j'utilise le taxi. On sait combien je paye pour le taxi. À la fin du mois, on peut savoir combien je dépense pour manger, où est-ce que je vais, où est-ce que, bref, ce que je fais, tu n'es plus libre, en fait. Donc, ces sortes d'anonymat qu'on est en train de dire, qu'on veut cacher avec je ne sais pas trop quoi, qu'on ne veut pas utiliser l'argent physique parce que c'est trop lourd. On marche avec des cartes en se disant que oui, en fait, c'est plus safe, c'est plus safe. Oui, c'est vrai, c'est plus safe parce qu'un braqueur dans la route, il ne peut pas directement te prendre ton argent physique, c'est vrai. Mais en réalité, on est en train de vendre une mine d'or d'informations qui sert justement à alimenter cette économie et qui font en sorte que plusieurs États veulent qu'on migre vers cet argent numérique. Donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez donc où il y a les enjeux, où est-ce qu'on est en train de se diriger, où est-ce que le monde est en train de partir. Et dès que vous comprenez où est-ce que le monde est en train de partir, vous avez la possibilité de vous positionner sur le chemin de la nouvelle tendance, sur le chemin d'une esquisse de solution. Et je vais toujours le répéter aujourd'hui, je le répète encore, si vous comprenez où le monde est en train de partir et que vous y allez en premier, vous avez la possibilité d'être comme ça riche, multimillionnaire. Donc, à l'époque des startups, il y a plusieurs startups qui ont commencé, ils ont ouvert comme ça les chemins, les voies, pour permettre à d'autres entreprises de comprendre que oui, il fallait aller sur Internet,
Il fallait ouvrir le capital pour permettre à d'autres personnes d'y investir. Certaines personnes qui se sont justement positionnées sur ces capitaux très, très tôt sont devenues très, très riches. Et on prend en exemple aujourd'hui des personnes comme Warren Buffett, dont leur fortune vient justement de ces early investors, de ces early investments. Ils se sont positionnés très tôt sur ces canaux-là. On va prendre des personnes comme Robert Kiyosaki qui se sont positionnés très tôt sur le chemin des real estate. Et si vous comprenez donc où est le problème dans notre société actuelle et comprendre que les gens ont besoin encore de s'élever à tout moment et avoir leur argent à disposition, vous n'allez pas assister à ce qu'on a assisté dans d'autres pays, dans certains pays, où à un moment donné, on a restreint les populations sur les dépenses qu'ils avaient. Imaginez-vous, on te dit, OK, tu es dans un pays et le pays est en train de traverser une passe, par exemple. Tu as ton argent dans un compte bancaire et on instruit au compte bancaire, au gestionnaire de banque, de limiter les retraits à un certain montant par jour, peut-être $100 par jour. Si tu ne peux pas dépenser plus de $100 par jour, plus de 100, en fait, si tu dépensais plus de $100 par jour, tu seras en difficulté parce que la banque en a instruit, le gouvernement a instruit aux banques de permettre les dépenses uniquement de $100. Vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'es plus libre. C'est la banque qui t'impose quoi que ce soit. Et ça ne s'arrête même pas là. Tu peux ordonner une dépense et la banque décide de ne pas l'exécuter. Et si la banque n'exécute pas une dépense, n'exécute pas une demande sur ton propre argent, tu penses que c'est ton argent? Non, ce n'est pas ton argent. C'est juste quelque chose dont en fait, tu as aussi les droits, en fait. Ce n'est pas que tu es le propriétaire, tu as aussi les droits dessus. Tu as le droit de dépenser, mais c'est quelqu'un qui doit t'autoriser ces dépenses-là. C'est un peu comme si tu donnes de l'argent à ton enfant et tu lui dis, bon, c'est vrai, c'est ton argent, mais avant de dépenser, tu dois demander mon accord avant de dépenser. Penses-tu que c'est vraiment l'argent de cet enfant? Tu me laisses la réponse à cette question en commentaire de cette vidéo. Donc, les gens sont en train de comprendre cette limite du système financier actuel. Et quand l'homme, par nature, quand il est face à une limite, face à un problème, il cherche des solutions. Si on vous met dans un endroit aujourd'hui où vous n'avez pas les mêmes facilités que vous avez, vous allez forcément chercher des solutions pour vous en sortir. Vous n'allez pas crever. Non, l'homme a la capacité de s'adapter. Et c'est la même chose qui est en train de se passer là. On recherche donc des alternatives à ce système financier. On recherche des alternatives à ce système bancaire qui continue d'appauvrir les gens. Le système bancaire actuel vous appauvrit et vous appauvrit dans plusieurs façons. La première façon, c'est avec l'inflation. L'inflation fait en sorte que si tu travailles dur aujourd'hui, et tu gagnes 1 million de francs CFA et tu dis non, c'est 1 million de francs CFA, je vais garder ça durement pour consommer dans ma jeunesse, c'est-à-dire peut-être 30 ans plus tard, ton argent aura perdu peut-être même parfois plus de 60% de sa valeur. Quand on dit 60% de sa valeur, ce n'est pas que ça ne sera plus 1 million, ça sera toujours 1 million. Mais ce que tu peux acheter à 1 million dans 30 ans, tu peux acheter ça aujourd'hui à environ quelque chose comme 400 000, par exemple. Si tu peux acheter quelque chose comme à 400 000 aujourd'hui et que dans 30 ans, ces choses, la même valeur, de la même qualité, coûte 1 million, ça veut dire que ton argent a perdu 60% de sa valeur environ. Et voilà comment ton argent perd de la valeur. Et voilà pourquoi les personnes qui comprennent ça ne vont pas déposer leur argent en banque pour attendre les minables pourcentages qu'on va vous donner en fin d'année. Pas du tout. Quelqu'un qui va déposer son argent en banque et qui sait pourquoi il le fait, il va déposer pour des transactions instantanées, pour des transactions à court terme, pour des transactions de trucs comme ça parce qu'il en a besoin instantanément, mais il ne va pas déposer son argent dans une banque pour attendre patiemment et transmettre ça à la prochaine génération ou bien attendre que, oui, quand il sera plus vieux, il va aller retirer ça en banque. Non, pas du tout. Il ne fait pas ça. Quelqu'un qui est un peu intelligent et qui a une petite intelligence financière, comme ce que nous sommes en train de partager à notre petit niveau, il va essayer d'investir dans des assets. Il va essayer d'investir dans des choses qui prennent de la valeur, qui vont conserver au moins
même pas forcément qui va prendre de la valeur, mais qui va au moins conserver de sa valeur. Ça veut dire quoi? Si un bien immobilier aujourd'hui coûte 1 million et que dans 30 ans, ça coûte 2 millions, ça veut dire que si tu as mis 1 million aujourd'hui, tu as acheté un bien immobilier, donc dans 30 ans, si tu vends ça à 2 millions et que ça achète la même chose que ça aurait pu acheter aujourd'hui à 1 million, alors tu as conservé ton pouvoir d'achat. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Les gens qui achètent les biens immobiliers, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont stupides. Non, c'est parce qu'ils ont compris que c'est la meilleure façon de conserver la valeur et son pouvoir d'achat. Il y a trois choses qui te permettent de conserver ton pouvoir d'achat. Il y a l'or, oui, il y a l'or. L'or permet de conserver le pouvoir d'achat. Si tu achètes l'or, tu as la possibilité de conserver ce pouvoir d'achat. Il y a maintenant l'immobilier. Immobilier. Si tu achètes de l'immobilier, tu as également la possibilité de conserver ce pouvoir d'achat. Troisième, ce sont les assets. Ce sont les investissements dans les entreprises, les investissements dans des actions, les investissements dans les bons d'État, ainsi de suite. Donc, tu achètes des choses qui vont conserver le pouvoir d'achat et qui vont prendre de la valeur, par exemple. Et la crypto-monnaie fait donc partie de cette catégorie-là. De cette catégorie des éléments qui, à long terme, peuvent conserver au moins la valeur de son pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de risques avec les crypto-monnaies, c'est vrai, parce que c'est une classe d'assets qui est en train de se créer. Cette classe d'assets n'existait pas il y a de cela 15 ans ou 20 ans. Ces classes d'assets n'existaient pas. On célébrait le 14e anniversaire du Bitcoin il y a de cela combien de temps? Donc, c'est récent. C'est récent. Et cette classe d'assets, comme ça se crée, il y aura donc beaucoup de faux assets. Il y aura donc beaucoup de choses qui vont se créer, qui ne seront pas, en fait, qui vont vendre du rêve sur cette tendance-là, c'est vrai. Mais la tendance en elle-même reste, en fait. La tendance en elle-même reste. Il ne faudrait pas que quelqu'un se dise parce qu'il a acheté une crypto-monnaie qui n'est pas bonne, la crypto-monnaie n'est pas bonne. La personne n'a rien compris. La personne n'a rien compris, tout simplement parce que la personne n'a pas compris la tendance et qu'une personne a surfé sur la tendance pour lui vendre quelque chose qui est faux. C'est tout. La preuve en est que s'il n'y avait pas le mot crypto-monnaie devant, cette personne n'aurait pas acheté. Mais pourquoi il qualifie la crypto-monnaie de mauvaise alors qu'il a utilisé ce mot crypto-monnaie pour acheter ce qu'on a utilisé pour l'arnaquer? C'est un peu comme si quelqu'un utilise le nom de, je ne sais pas trop quoi, de Warren Buffett pour t'arnaquer. Et après, tu dis que Warren Buffett, c'est un arnaqueur, ça n'a pas de sens. Tu dois faire la recherche pour t'informer de qui est Warren Buffett en réalité. Donc, quand quelqu'un utilise le mot crypto-monnaie pour te vendre quelque chose qui est une arnaque, ne qualifie pas la crypto-monnaie d'arnaque, mais essaie de comprendre justement ce qui se cache derrière le mot crypto-monnaie. Et si tu te caches, si tu essayes de faire un peu de recherche et pousser sur ce thème, tu comprendras que l'objectif de la crypto-monnaie, c'est de faire en sorte que toi-même, tu sois ton propre banquier. C'est de faire en sorte que toi-même, tu aies la possibilité d'utiliser ton argent n'importe où, n'importe comment, sans des censures, sans restriction de montant et sans être à la merci de quelqu'un qui va t'imposer des éléments avec ton propre argent. Donc, c'est cette liberté financière-là qu'on veut et c'est cette liberté financière-là qu'on recherche. Voilà pourquoi depuis 2018, après le boom de 2018, plusieurs personnes ont été réticentes parce qu'il y a eu beaucoup de tendances d'arnaque des ICO qui se sont créées, mais plusieurs personnes aujourd'hui reviennent encore dans les ICO parce qu'ils ont compris que le mot ICO en lui-même ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est l'intention de celui qui crée son ICO. Quelqu'un peut créer un ICO pour arnaquer, mais quelqu'un peut créer un ICO pour de bonnes raisons. Et avec les ICO aujourd'hui, ça reste un meilleur moyen de décentraliser la richesse, de décentraliser les personnes qui peuvent profiter de ces early stage d'une crypto-monnaie. Or, avant, c'était des trucs qui étaient réservés aux banques. C'était les banques qui participaient au early stage de quoi que ce soit. Donc, si vous comprenez ça, et si vous comprenez que aujourd'hui la blockchain, la crypto-monnaie est venue décentraliser la richesse, de faire en sorte que vous n'avez plus besoin de dépendre d'une banque.
si vous n'avez plus besoin de dépendre de quelques tiers de confiance que ce soit, alors on a réussi. C'est pour ça que l'objectif du Bitcoin, c'est de créer un argent numérique. L'argent numérique, clairement, n'existe pas encore. Quand on dit un argent numérique, ce n'est pas une monnaie comme les CDBC qui sont en train d'arriver. Pour ceux qui ne savent pas ce que CDBC veut dire, c'est tout simplement les Digital, Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire les monnaies numériques faites par les banques centrales. Et qui dit monnaie numérique faite par une banque centrale ne change rien à l'argent que vous avez. C'est la même chose, juste dans sa version numérique, c'est tout. C'est toujours la banque qui contrôle, c'est toujours la banque qui valide les déplacements, c'est toujours la banque qui fait ci, qui fait ça. Bref, c'est contrôlé et c'est géré par la banque. À la seule différence qu'elle n'est pas physique. Et comme elle n'est pas physique, on va imposer qu'il y ait des terminaux partout, donc même le mendiant en bordure de route, comme l'argent est numérique, ben, il doit avoir un terminal numérique pour pouvoir récupérer de l'argent aux gens. Donc l'argent numérique sera partout et c'est même déjà partout. Parce que la majorité de l'argent qu'on utilise aujourd'hui, c'est de l'argent numérique. Les comptes bancaires, pour ceux qui sont du côté du Cameroun, c'est les Momo, les Orange Money, c'est l'argent dans votre téléphone. Et Dieu sait comme il y a beaucoup d'arnaques avec toutes ces conneries-là. Mais bon, ça permet quand même aux gens de ne plus se déplacer, de ne plus se déplacer. Ça permet aux gens d'avoir l'argent à disposition à tout moment. Ça permet aux gens d'avoir de la petite monnaie. Mais il n'en demeure pas moins que ça reste toujours de l'argent centralisé. Or, cet argent centralisé a déjà montré ses limites. A déjà montré ses limites avec la faillite des grandes banques. On parle de 2008 de Lehman Brothers. Et Lehman Brothers, c'était aussi une banque qui est l'une des plus grandes faillites des banques. Et aujourd'hui, la Silicon Valley Bank est la plus grande faillite bancaire après Lehman Brothers. Et vous savez très bien que quand le système financier s'effondre, il y a toujours des effets dominos. Et ces effets dominos-là ont été déjà absorbés dans les crypto-monnaies. Dans quel sens? Où on a des entreprises qui émettaient de l'argent numérique. Et donc, les réserves étaient dans cette banque-là. Et c'est une très faible partie, comme USDC qui est sorti et a dit, OK, en fait, notre réserve, on n'avait que 3 milliards de dollars de réserve dans cette banque-là. Donc, ce n'est pas beaucoup pour une crypto-monnaie qui a une valuation de presque combien? 79, 100 milliards de dollars. Avoir simplement 3 dollars, 3 milliards de dollars dans cette banque, ce n'est pas beaucoup, ça fait environ 3%. Donc, même jusqu'à 12% qu'a pris de coût qu'a pris cette crypto-monnaie, c'était quand même beaucoup par rapport à ce qui aurait pu être impacté si cette banque-là n'avait pas la possibilité de rembourser. Mais cette banque a également la possibilité de rembourser. Tout simplement parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est une banque de dépôt. Ce n'est pas une banque commerciale comme d'autres banques ou bien une banque centrale. Donc, c'est différent. Donc, quand vous allez donc comprendre cela, vous allez donc comprendre que le système financier actuel est tellement pourri, vous allez comprendre comment vous êtes en train de marcher sur les braises. Et quand on marche sur les braises, si on est averti d'une certaine façon, on sait comment on peut se chausser. Si tu marches sur les braises et que tu n'es pas préparé en avance, ben c'est clair que les braises vont te brûler. Et du coup, ces personnes-là qui ne nous suivent pas, ces personnes-là qui ne sont pas au courant de ces tendances-là, ils vont se ramasser des coups très, très violents quand le système financier, à un moment donné, sera tout à fait pourri et que, bon, ils n'auront que les yeux pour pleurer. Mais toi qui es au courant aujourd'hui et qui connais comment les choses sont en train de se passer, bah, tu as justement l'occasion de chausser tes chaussures, de mettre les chaussures qui vont te permettre de traverser cette braise-là, ces différentes braises-là. Quant à moi, je le dis toujours et je vais encore le dire aujourd'hui, je ne cesse de vous le répéter, la majeure partie de ce que je détiens n'est pas dans la banque. La majeure partie de ce que je détiens n'est pas en banque. La banque fait faillite aujourd'hui, les banques ferment aujourd'hui, Elvis Conjo va continuer de vivre. Elvis Conjo va continuer de vivre. Et tout simplement parce que j'ai compris ça depuis. Et comme j'ai compris ça depuis, j'ai tout fait à mon niveau pour faire en sorte que je ne sois pas totalement dépendant d'une ou de Y banque. Donc, il faut faire très attention parce que les mêmes systèmes-là sont en train de se créer aussi dans les crypto-monnaies avec les exchanges centralisés.
Les exchanges centralisés vont devenir les banques de la crypto-monnaie, en fait. Ce sont les banques de la crypto-monnaie, même pas que vont devenir, ce sont les banques des crypto-monnaies. Il a suffi de voir par quelle zone de turbulence certaines banques passaient. Immédiatement, on interdit les retraits. Dès qu'on interdit les retraits, si ton argent est dans cette exchange-là, c'est fini, tu ne peux rien faire. On a vu KuCoin, on a vu Yobit, on a vu parfois à un moment donné sur Binance, on a vu sur FTX, on a vu sur les plateformes de learning comme de Voyager, de BlockFi, ainsi de suite. Tout ça ont suivi, tout simplement parce que ce sont des plateformes centralisées. On va finir avec le dicton Know your key, know your crypto. Si tu n'as pas tes clés d'accès à ton portefeuille, alors tu n'as pas ta crypto. Et tant que tu n'as pas ta crypto, tu n'es pas libre donc de faire des mouvements, de faire ce que tu veux avec. Parce qu'un jour peut arriver où on te prive de faire des déplacements et ça peut être le moment où tu as le plus besoin. Et si ça t'arrive aujourd'hui, ne dis pas que je n'étais pas prévenu. Like la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi pour ne liker, pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.